Okay, I'm told I can start. On m'a dit que je peux commencer avec ma présentation. C'est une présentation qu'on m'a demandé de donner pour résumer l'expérience de l'Italie pendant 10 ans dans l'identification des migrants. Il faut planter le décor d'abord. Beaucoup de choses ont été dites. Mon PowerPoint n'est pas très parfait. J'ai essayé de l'aménager un tout petit peu pour dire quelque chose d'intéressant puisque nous avons tous identifié les mêmes problèmes. Je vais vous parler de la perspective de 10 années de coopération de mon laboratoire. Je viens de l'Université de Milan, professeur de pathologie médico-légale. Je dirige un laboratoire Labanov au sein de l'Institut médico-légal de l'Université de Milan. Et cela a été créé en 1995 pour mener une recherche dans le domaine de l'identification de personnes non identifiées. Donc, nous menons des recherches en Italie depuis une trentaine d'années. Depuis 2007, pour être brève, cela a mené à la création d'une agence gouvernementale pour l'identification des personnes portées disparues. Et en 2014-2016, ce département a décidé de nous engager en tant que consultants scientifiques pour traiter des questions de migrants considérés comme des Italiens non identifiés, donc au niveau national, à travers des mémorandums d'accord. Il y avait 6 ou 7 années d'un excellent travail ensemble sur le territoire de l'Italie. Nous avons commencé avec les 2 plus grandes catastrophes en Italie, octobre 3, 2013, 366 victimes, et la catastrophe de 2015. Et à ce moment-là, l'Italie avait un bureau dédié à l'identification des migrants portés disparus. Après cela, bon, tout change au niveau politique. L'impulsion se ralentit petit à petit, mais je veux vous dire que pendant ces 10 années, nous avons pu voir ce qui ne fonctionne pas dans le contexte italien. Cela reflète ce que d'autres ont dit à propos d'autres contextes, mais il y a quelques leçons à tirer de notre expérience que j'aimerais partager avec vous. Cette diapositive est un résumé de ce qui s'est fait pendant ces 10 années. Nous parlons tous de recueillir des données au sujet des corps, des défunts et des données antemortem. Donc, avec ce département gouvernemental, nous avons essayé de réunir les données au sujet de ces différentes catastrophes. Lorsque vous avez autant de décès, on active le système DVI, notification des victimes de catastrophes. C'est ce que nous avons fait. Mais qu'en est-il des autres catastrophes? Scénario doit être vu comme une série de beaucoup de catastrophes diluées dans le temps et dans l'espace. Des victimes découvertes dans différents lieux, une centaine aujourd'hui, 200 demain. Donc nous avons essayé de réunir ces 71 événements ou incidents et collectant des informations post-mortem avec le ministère de la Justice, des rapports d'autopsie, la police scientifique, les carabinieri, et travaillant avec plusieurs universités partenaires dans ce projet. Donc, qu'en est-il des informations de données antemortem? Nous avons tous dit que c'est difficile de contacter des parents. On travaille avec des ambassades, avec le ministère des Affaires étrangères, mais également avec des ONG qui sont essentielles pour atteindre les familles dans les pays d'origine. Il y a le comité du 3 octobre, Tarek en a parlé hier, le Croix-Rouge italienne, et également l'OIM. Donc, pour les grandes catastrophes, nous avons taux élevé d'identification pour le P12A. 82% ont été identifiés, les identifications continuent. La question concerne les incidents non considérés comme des catastrophes qui représentent la majorité. Nous avons plusieurs dossiers post-mortem et antemortem, mais seulement 25% des victimes ont été identifiées dans ces cas considérés comme normaux. C'est le problème, donc le travail continue. 2 autres questions, 2 aspects que je voulais partager avec vous.
dans 30% des cas, il y a des concordances, mais puisqu'on n'atteint pas le niveau pour la certitude médico-légale, on ne peut pas les identifier, ce qui soulève une question scientifique ou technique que j'aborderai à la fin. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, j'ai un train à prendre également. Et nous avons vérifié les personnes identifiées lorsque on a pris des photographies des corps, on a pu obtenir des effets personnels. C'est une photocopie de ce que dit la littérature, taux d'erreur de 27%. Il y a des mauvaises ou des fausses identifications. On en parle d'obligation de résultats, pas uniquement d'obligation de moyens, c'est notre objectif, mais même si il y a toute la volonté politique qu'on veut pour identifier des migrants, comme des ressortissants italiens, des ressortissants français, etc., il y a beaucoup de questions qui restent à régler d'un point de vue technique. Et dans les 46 États membres, je pense que quelque chose devrait pouvoir se faire. Donc, le verre à moitié rempli. On a parlé des données post-mortem, donc le recueil de données post-mortem et anté-mortem. Beaucoup de choses ont été dites. Les autopsies doivent être effectuées et je souligne des autopsies complètes. On ne peut pas se fier des photographies ou des effets personnels seulement. C'est plus cher, mais il faut procéder à des autopsies complètes. Et quelquefois, il faut procéder à des exhumations puisqu'on a prélevé un échantillon ADN, mais une autopsie complète avec des données dentaires n'était pas disponible. Donc c'est un gros problème. Ensuite, il y a le renforcement des capacités, la formation. Tout cela est écrit dans les protocoles, mais il y a beaucoup d'instituts qui n'utilisent pas ces protocoles. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait aborder. Nous avons tous parlé de l'importance de la mise en commun de données, le partage de données. Les pays du Sud doivent partager des données par rapport à une de nos catastrophes. C'était le 18 avril. Le gouvernement italien, à l'époque, a récupéré une épave 300 mètres sous le niveau de la mer pour identifier des victimes. Donc c'est important de se souvenir de cela également. Donc le partage des données, on a entendu Sarah Hitchin de Interpol qui a expliqué beaucoup de choses et je pense que beaucoup de solutions résident dans ce qu'elle a dit. Donc le recueil de données anté-mortem. Beaucoup de choses ont été dites là aussi. On a besoin d'un point de référence institutionnel pour les membres de famille. Des ONG nous aident beaucoup à ce niveau. Et comme cela a été dit, on a besoin de politiques d'échange de données sécurisées. Mais j'aimerais souligner ce qui a été dit par Floriane, par exemple, hier. Oui, on a besoin de recueillir des données des familles, mais les familles sont à l'étranger, donc il faut recueillir ces données dans des bases de données, mais avec les familles rencontrées pour des données anté-mortem, 50% des dossiers anté-mortem les données ont été fournies par des parents en Europe. Donc, on peut, à travers les statistiques, trouver la solution seulement la moitié du problème. Donc, il faut établir des contacts avec des pays d'origine. On a également parlé des coûts dans le documentaire, et quelqu'un a parlé également des coûts qui sont appliqués. Je ne suis pas sûre que cela soit vrai. Dans notre expérience, on travaille avec les forces de la police, avec des carabinieri qui travaillent pro bono. Il ne s'agit pas d'un travail institutionnel. Mais dans leur expérience, ils ont dit qu'il faudrait juste un investissement de 20 à 30% de plus pour aborder des cas de migrants portés disparus. Cela concerne la pathologie, le travail médico-légal.
Donc, il y a des personnes qui effectuent ce travail déjà sur les cas de ressortissants nationaux. Je pense que on pourrait y profiter si on pouvait mettre l'accent sur ces cas également de migrants portés disparus. Qu'il s'agisse d'un seul corps ou 1000 corps, l'approche doit rester la même. Si nous faisons cela comme Tania de la Barde a dit, ça pourrait être la solution à pas mal d'autres questions. On identifie des migrants en train de d'être noyés sur un bateau, mais on sait pas si des corps sur le rivage ou dans les grandes villes sont des corps de migrants qui sont là depuis une dizaine d'années. Qu'importe qu'il s'agisse de migrants, personnes marginalisées, les sans-abri, ce sont des personnes qu'il faut identifier, comme elle a dit, de façon très élégante. Nous l'avons tous dit, pas besoin de répéter ce qu'il a dit très bien. Avant moi, il nous faut des bases de données, quelle que soit leur forme. Il faut recueillir des données et trouver des moyens sécurisés de partager ces données. Je suis ravie d'avoir entendu cela de la plupart des intervenants pendant ces 2 jours. Donc il faut décider où ces hubs, ces centres sont situés. On peut mettre en commun les données post-mortem. C'est plus difficile de centraliser des données anté-mortem. Les familles doivent savoir où aller. Il y a des familles qui nous disent on ne savait pas sur quelle porte frapper, ou d'autres qui disent on a donné nos prélèvements ADN à plusieurs agences. On en a un peu assez, donc il faut que cela soit précisé. J'aime bien ce système de ligne téléphonique mise à disposition gratuitement, donc il faut des facilitateurs, il faut travailler avec les ONG, c'est notre expérience en tout cas. Donc on peut résoudre 50% des cas en Europe, ce qui fait que les 46 États membres dont on parle en Europe ont une importance cruciale. Je voulais parler de la récupération. C'est un luxe que l'épave de Pylos n'a pas été récupérée. Qui sait combien de corps il trouve encore avec des familles ayant donné des informations antémortem. L'Italie a récupéré une épave seulement. Et c'est un exemple qui illustre ce qui pourrait être fait. C'est un luxe, ça coûte cher, ça coûte beaucoup d'argent, mais il ne faut pas mettre cette possibilité de côté. S'il s'agissait d'un avion, de Costa Concordia, plein d'Italiens, on aurait déjà récupéré les épaves en question. Donc il ne faudrait pas oublier cela. Une dernière chose, la science. L'ADN est important, les empreintes digitales, les données cliniques, odontologiques. Mais il y a de l'hésitation. Pourcentage élevé des migrants ne peuvent pas être identifiés grâce à l'ADN. Des enfants de 14 ans, il n'y a pas de dossier dentaire, on ne sait pas où se trouvent les parents. Donc, il faudrait peut-être faire plus de recherches sur les descripteurs personnels, d'autres traits qu'on peut utiliser pour les besoins d'identification. On met l'accent sur l'ADN, mais je pense qu'il faudrait orienter les recherches dans ce domaine également. Et pour le Conseil de l'Europe, le Conseil de recherche européen n'envisage pas la position du Conseil médico-légal pour les besoins de financement. En termes de politique, je pense que les 46 États membres peuvent faire beaucoup et en promulguant des lois au niveau européen, on pourrait rendre cela plus obligatoire, obtenir des résultats, pas uniquement d'obligation de moyens. On pourrait également faciliter le travail au sein des groupes de travail. Je dois vous quitter puisque mon train part dans 1 heure, mais j'aimerais bien
conclure avec la possibilité de créer des groupes de travail sur ces questions au niveau européen. Je rends hommage aux travaux menés par Julian Palka et son équipe, et c'est magnifique de voir qu'après 10 années, les choses prennent corps. Enfin, donc j'espère que cela puisse continuer. Et c'est le musée à Milan, donc venez nous voir dès que vous pouvez. You can proceed. Okay. Après Madame Cateano, nous allons organiser la dernière table ronde. J'ai un train à prendre dans 2 heures, car ensuite je me rends en Corée. Je suis Giorgio Stamati, je viens de Grèce, je suis membre de l'Assemblée parlementaire. Commission non-discrimination, égalité du Conseil de l'Europe. En tant que secrétaire général de la solidarité sociale, j'étais responsable de la gestion de la crise des réfugiés sur l'île de Lesbos. Il s'agissait d'accompagner les enfants, justement non accompagnés, et organiser l'aide humanitaire, soutenir les familles qui ont perdu un proche dans ce périple de Turquie et provenant d'autres pays ou villes. En tant que politique, permettez-moi de dire quelque chose. Nous parlons des migrants disparus, nous parlons de choses très importantes, mais au bout du compte, il faut parler de ce qui s'est produit dans notre monde en mutation en termes de population migrante. Ce n'est pas une question seulement pour les pays de la Méditerranée, c'est-à-dire la Grèce, l'Italie, la Turquie, Malte et l'Espagne. C'est une question qui touche toute l'Europe et tout le monde. Et bien sûr qu'après les printemps arabes, nous serions ravis de voir des changements dans ces pays, dans les pays des rives de la Méditerranée. Mais maintenant, nous avons des dictatures, nous n'avons pas de démocratie, pas d'investissement de la part des Européens dans ces pays, à l'Union européenne et à une nouvelle loi sur les migrations et l'asile. Mais le résultat, c'est que les personnes migrent pour essayer de trouver un avenir meilleur en Europe. Et maintenant, vous, les spécialistes de l'ONU, du Conseil de l'Europe, vous essayez de voir ce que vous pouvez faire concernant cette situation des migrants disparus. Donc parfois, on perd son orientation. Que se passe-t-il dans le monde réel? Et dans le monde réel, c'est qu'il n'existe pas de démocratie, nous n'avons pas d'État stable, et à cette époque que nous vivons, certains de nos pays collaborent avec ces pays, où il existe des dictatures, aucune mesure sur le plan des politiques publiques et de coopération, et je pense que l'Europe et les États membres du Conseil de l'Europe notamment ont un pilier, c'est le pilier des droits humains dans le monde. Par conséquent, nous sommes responsables de la recherche de solutions. Il ne s'agit pas simplement de publier des résolutions et des rapports, mais en tant que députés, il faut convaincre nos gouvernements et nos peuples que les migrants, c'est l'avenir. Sans les migrants, nous avons un problème démographique. Pas simplement en Europe, mais dans le monde entier. Il faut se rendre compte et voir comment nous pouvons faire partie de ce monde et pas simplement être ici pour parler de tout ce dont on a parlé hier et aujourd'hui. Voilà mon avis. Ce n'est pas l'avis de mon gouvernement, c'est mon avis en tant que député. Nous avons rencontré, nous sommes entretenus avec mon collègue qui est venu en Grèce l'année dernière. Il faut envisager le nouveau monde, et le nouveau monde, c'est avec les migrants d'Asie et d'Afrique, bien sûr, mais pas que. Et sans eux,
l'Europe serait remplie de personnes âgées. Il faudrait réfléchir à la prise en charge des personnes âgées, mais ce serait difficile d'envisager l'avenir. Fondé sur cette information reçue au cours des 2 dernières journées, la question c'est que peuvent faire les politiques. Il y a des initiatives qui ont été prises par des États européens, mais en Afrique également, afin de faciliter la coopération institutionnelle. Sur ces questions, nous avons des pays qui ont des points focaux sur les migrations. Certains ministères agissent en tant que point de contact. C'est une initiative qui rassemble des pays européens et africains dans un projet coordonné. Et un certain nombre des États membres du Conseil de l'Europe ont nommé un point focal et certains d'entre vous êtes présents aujourd'hui. Je vous en remercie. Nous avons 3 membres du panel. Claudia Guarneri, du ministère des Affaires étrangères allemand. Elle présentera ce qu'ont fait les autorités allemandes sur la question. Nous avons Madame Salado, qui est basée à Madrid et qui présentera une équipe experte en termes de coopération transfrontalière. Et puis Monsieur Diop nous a fait l'honneur de voyager depuis le Sénégal pour présenter les efforts du ministère de l'intégration africaine et des Affaires étrangères du Sénégal. Il fait partie du réseau des points focaux sur les migrants disparus. Nous avons 8 à 10 minutes, n'est-ce pas, pour chaque intervenant et intervenante. Et vous pourrez présenter ultérieurement votre CV dans les moindres détails, et puis il y aura les remarques de clôture. Madame Guarneri, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Le gouvernement allemand sortant et entrant soutiennent le Conseil de l'Europe et son assemblée parlementaire en tant que gardien de la démocratie, l'état de droit et les droits humains. J'aimerais à cet égard remercier Marie et l'équipe du Conseil de l'Europe, Julian Palke également, qui ont organisé cette conférence, et merci pour l'invitation également. Je voulais brièvement mentionner notre réseau de points focaux nationaux. Donc je ne prendrai pas trop de temps. Je suis ravi de donner plus de temps aux vrais experts ici. Suite à la réunion thématique sur la séparation familiale et les personnes disparues dans le contexte des migrations qui s'est tenue dans le cadre du processus de Rabat en septembre 2023 à Genève, une des recommandations clés qui a émergé, c'était de créer un réseau des points focaux nationaux pour les migrants disparus. Les États membres, dans ce processus, nous nous sommes fixés un objectif: collaborer sur la question des migrants disparus en termes de prévention des disparitions, recherche et identification, et gérer les besoins des familles touchées. Et nous savons que cela exige une coopération entre les autorités et les pays d'origine, de transit et de destination. Un préalable important de cette coopération transnationale est de savoir qui contacter dans un autre pays. Par conséquent, un des rôles que nous souhaitons avoir en tant que points focaux, c'est de servir de point de contact lorsque des demandes sont faites par les pouvoirs publics d'un autre pays concernant une affaire particulière. Et ce que je fais actuellement, c'est-à-dire je représente les autorités dans les discussions sur les questions de coopération et politique. D'après ce que l'on m'a dit, notre réseau englobe 25 points focaux actuellement. Environ 14 proviennent des pays africains et 8 des pays africains. Je pars du principe que je peux m'exprimer au nom du réseau dans son ensemble. Nous souhaitons exprimer notre sincère appréciation au CICR, en particulier Florian von Koenig, ainsi que les autorités de Gambie et de la Suisse, qui ont fait un travail formidable pour mettre en place ce réseau. Nous sommes un groupe très varié. Nous provenons des ministères des Affaires étrangères, de l'Intérieur et aussi ministère des Migrations, par exemple. Nous sommes reconnaissants du fait que l'OIM et le HCR font partie de ce réseau.
Même si nous avons déjà rassemblé un certain nombre d'États, je ne souhaite pas cacher mon ambition. Nous serions ravis que le réseau puisse grandir encore à l'avenir. Permettez-moi d'inviter les représentants des États membres à nommer leur propre point focal. Dans le réseau lui-même, les membres doivent gérer un certain nombre de défis et nous échangeons des points de vue là-dessus, par exemple, combien il est dangereux de fuir et parcourir certaines distances, le manque d'informations pour les citoyens. Et dans notre réseau, nous avons listé un certain nombre de bonnes pratiques mises en œuvre par les autorités des différents pays. Par exemple, nous écoutons des discussions ou des contributions de la part de la police de Djibouti. Monsieur Temelis du panel ce matin était aussi présent. Et puis nous avons eu le plaisir d'entendre Monsieur Diop, qui est assis à côté de moi, qui a parlé ou qui parlera de la recherche et de l'identification des migrants disparus. Nous sommes entrés en contact avec les organisations de la société civile, telles que Euromed Rights, et nous avons écouté également Madame Salado de l'équipe argentine d'anthropologie médico-légale. Prochaine réunion en Gambie en juillet. Donc nous sommes ravis d'organiser une réunion en présentiel puisque les autres réunions étaient hybrides ou en ligne uniquement. Dernier élément, un projet concret mis en œuvre par l'Allemagne mentionné dans la résolution de l'Assemblée parlementaire dont nous parlons. Il est important d'identifier, de stocker et de traiter les cas de restes humains non identifiés. La base juridique est également importante. Une approche que nous avons en Allemagne, c'est de collaborer avec la base de données Interpol de Lyon qui s'appelle eFamilia. On a entendu parler de cette base de données ce matin. Et 72 pays alimentent déjà leur profil ADN de restes humains non identifiés et 50 fournissent des données sur les proches des personnes dans une base de données en Allemagne. Nous sommes engagés à continuer ce travail, mais en même temps, nous reconnaissons la réalité et nous savons d'ailleurs que certaines personnes ont peur de partager des informations avec la police nationale ou avec Interpol. Nous savons qu'il y a une option pour alimenter cette base de données, mais il faut avoir des plans faisables pour que cela fonctionne pour tous. En guise de conclusion, je vais parler de ma conclusion que je tire de cette réunion quand on parle de la tragédie des migrants disparus. C'est un appel à un engagement transfrontalier pérenne et réfléchi. Nous en sommes au balbutiement seulement et les bonnes pratiques peuvent devenir des pratiques courantes. Engageons-nous par rapport à cet effort collectif. Nous le devons aux autres êtres humains pour respecter notamment la dignité et les droits humains. Merci. Thank you, Mrs. Merci beaucoup, Madame Guarneri. Merci d'avoir respecté le temps de parole. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont vous nous avez présenté votre travail. Et je crois qu'il est important d'évoquer les difficultés de travail avec d'autres points de contact. Si on compare l'Allemagne, la Tunisie, le Nigeria, il y a certainement des progrès qu'on peut faire en matière de coopération entre points focaux. J'aimerais maintenant donner la parole à Madame Salado. À vous la parole, Madame. We have short time. Nous n'avons que peu de temps. Merci donc au Conseil de l'Europe. Merci à Marie et à Manuela en particulier. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites et ont déjà été montrées dans cette conférence. Mais je voulais aussi insister sur les changements qui sont intervenus dans le phénomène de la migration. Et ces changements ont aussi un impact sur la recherche et l'identification des personnes. Il faut aussi évoquer la multiplicité des acteurs étatiques et non étatiques impliqués
pendant les voyages, après l'arrivée des personnes. Et ça, c'est un problème tout à fait permanent et qui ne fait que s'intensifier. Inutile de rappeler les chiffres de l'OIM ou d'autres organisations qui nous montrent que non seulement c'est un problème qui augmente, mais qui se déplace aussi, qui change sans arrêt, qui évolue. Et donc, nos mécanismes et nos réseaux doivent être suffisamment solides, mais aussi suffisamment souples pour s'adapter à ces changements qui se produisent constamment. Donc, s'agissant de la question particulière de la recherche et de l'identification des personnes disparues dans un contexte de migration, il faut d'abord se rappeler qu'on a effectivement des personnes qui ont disparu et il y a aussi des personnes non identifiées. Il y a des personnes dont on a perdu la trace et parfois ces personnes-là qui sont toujours vivantes, il faut aussi les identifier et nos protocoles ne sont pas toujours adaptés à ce que l'on identifie des personnes vivantes. L'identification, c'est un processus. On ne peut pas simplement appliquer une technique grâce à de l'ADN ou grâce à une base de données. C'est un processus qui commence dès que la personne est portée disparue, dès que le contact est rompu avec la famille. Et nous devons collecter des informations simples et comparables. Qu'est-ce que j'entends par des informations comparables? Donc des informations de la personne disparue et des informations ou des informations d'une personne non identifiée qu'on puisse comparer, ce qui suppose une standardisation. Ça veut dire qu'on doit en discuter. Il faut aussi pouvoir collecter de l'ADN des familles ou à partir d'une autopsie et il faut pouvoir disposer de données comparables pour identifier quelqu'un. Pour cela, il faut une analyse médico-légale et cette comparaison de données va supposer beaucoup d'acteurs différents, étatiques et non étatiques, qui doivent pouvoir dialoguer. Ce processus pluridimensionnel, c'est ce dont nous avons besoin pour pouvoir obtenir des résultats. Or, ce lien entre les personnes n'est pas conservé, au contraire, il est rompu. Il y a beaucoup de problèmes, il y a notamment des problèmes législatifs avec la non-reconnaissance des migrants disparus. Ça, c'est un problème vraiment très difficile. Il y a aussi des lacunes législatives s'agissant de protéger les migrants. Et puis, l'incapacité de porter plainte pour disparition. Le fait pour une famille de pouvoir aller quelque part pour déposer une plainte pour que le cas de la personne soit connu et pris en charge par les autorités. Ce n'est pas le cas. Ça ne fonctionne pas, en tout cas en Europe. Donc comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les proches, la société civile, les organisations puissent être en interaction dans des réseaux et il y a des risques d'abus justement vis-à-vis des familles qui peuvent se retrouver victimes de personnes qui prétendent vouloir les aider mais qui n'ont que de mauvaises intentions. L'information sur les personnes disparues est souvent lacunaire, elle est surtout fragmentée, elle est éparpillée, elle ne rentre pas dans un seul système. Le problème en Europe, et c'est mon avis personnel, c'est que les structures sont conçues pour être imperméables à cette information. Ce genre d'information ne peut pas rentrer dans les structures existantes. Est-ce que c'est intentionnel ou non? Je ne le sais pas. Mais voilà ce qui se passe. Il y a des informations qui doivent rentrer dans des structures étatiques et qu'ils ne peuvent pas. Mais il y a aussi une volonté importante au niveau local, régional et de la part de la société civile, une volonté d'aider. Bon, on voit
des chiffres qui sont tout à fait frappants. Il faut mettre en relation, il faut recréer des liens qui ont été brisés et il faut parfois corriger certaines législations. Pour les personnes non identifiées, il y a beaucoup de disparités dans nos capacités médico-légales respectives. C'est une réalité en Espagne et j'en suis fière puisque je suis espagnole. Nos protocoles spécifiques pour l'identification des migrants disparus sont peut-être un exemple à suivre et qui pourrait permettre une standardisation des pratiques dans tous les pays. Et c'est vraiment une chance que nous avons en Espagne. Donc nous n'avons pas de protocole standardisé. Nous avons des ressources limitées pour les enquêtes et l'identification. Il y a aussi des difficultés juridiques. Et il y a toutes sortes de problèmes de suivi dans nos bases de données. On n'a pas de catégories différentes. Par exemple, il n'y a pas une catégorie personnes migrantes. Donc, beaucoup d'informations se retrouvent diluées, éparpillées. S'agissant des personnes disparues et des personnes non identifiées, il n'y a pas suffisamment de mécanismes de recherche. On met beaucoup l'accent sur les incriminations. On a des difficultés à inclure les informations sur les migrants disparus dans le système judiciaire, pour prendre un exemple. Il y a 1 millier d'affaires de personnes disparues, des informations réunies par la Croix-Rouge sénégalaise et transmises ensuite en Espagne, mais qui n'ont pas pu être intégrées au système judiciaire. Ces informations sont bloquées. Or, nous avons des informations sur ce millier d'affaires récemment collectées. Il y a des différences aussi parmi les États s'agissant des critères d'identification reçus. Il y a aussi des mandats de différentes organisations qui se recoupent entre ministère de l'Intérieur, ministère de la Justice et autres autorités. Ces chevauchements de mandats sont aussi un obstacle à l'identification. Nous avons pourtant de bons exemples. Mais nous savons aussi que, par exemple, les méthodes d'identification des victimes de catastrophes ne sont pas adaptées à l'identification des migrants disparus. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas suffisamment spécifique. Il y a une complexité particulière pour la migration. Nous avons appliqué un projet pilote pendant 1 an qui concernait le Sénégal, le Maroc, la Tunisie et avec un financement aussi de la Suisse. Il y a des initiatives dans d'autres pays. En Gambie, les associations de développement de la jeunesse ont réuni des informations et les ont transférées au ministère des Affaires étrangères. Au Maroc, Hassan est ici. Nous avons l'AMSV Oujda qui a établi un dialogue avec le parquet, les autorités administratives, les médecins légistes, pour identifier des personnes, et cela sans ressources. Je parle de personnes qui avaient disparu dans d'autres pays. Au Sénégal, il existe le bureau d'accueil, d'orientation et de suivi, qui dépend du secrétariat d'État pour les Sénégalais de l'étranger. Et puis, tout cela permet de donner des informations aux proches. En Espagne, nous avons un groupe de travail des médecins légistes et qui travaillent aussi avec la Croix-Rouge espagnole, avec ce très beau projet Mort en mer, mais qui n'intéresse pas beaucoup de personnes. En Tunisie, vous avez aussi une initiative de médecins légistes, mais ces initiatives doivent rassembler des acteurs étatiques et non étatiques. Bon, un seul exemple, nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc vous avez le projet Frontières développé en Amérique latine.
En Amérique latine, il y a 15 ans, un mécanisme réunissant des acteurs étatiques et non étatiques a été graduellement mis en place qui permet d'organiser un réseau avec la participation de la société civile, une participation réelle de la société civile, c'est-à-dire des organisations de confiance qui sont partie prenante. Tout cela a donné lieu à des accords qui permettent d'accompagner des familles, de leur donner des informations, de procéder à des prélèvements biologiques. Et cela permet de faire en sorte que les informations remontent et soient partagées aussi au plan international. Ce type de mécanisme intéresse de plus en plus de pays. Il y en a d'autres en Amérique centrale. Et il y a des États, des États-Unis d'Amérique qui sont aussi partie prenante. Ça n'a pas été un exercice facile. Mais je pense que la situation en Europe n'est pas plus compliquée que dans différents pays d'Amérique latine. La zone du Darien en Amérique latine n'est pas facile, je peux vous le dire. Donc nous avons des structures maintenant qui ont établi un dialogue transnational et des progrès se font. De plus en plus de pays sont partie prenante. Vous avez des banques de données médico-légales qui accompagnent les familles grâce à des ONG, notamment, pour essayer d'identifier et pour communiquer avec les familles, pour leur donner un retour d'information. Ensuite, il y a évidemment le rapatriement des corps. Quelques conclusions, puisque je dois conclure maintenant. Les migrants disparus et non identifiés sont un problème permanent et les nombres sont en augmentation. Mais il y a des possibilités de s'attaquer à ce problème et des progrès sont possibles. Les structures existantes se sont avérées insuffisantes, c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis ici. Le processus d'identification n'est pas un problème technique, nous le disons tous, c'est un problème structurel. Et c'est d'abord un problème national. Nous pensons à des mécanismes transnationaux alors que nos structures nationales sont elles-mêmes déficientes et inefficaces. L'idée selon laquelle l'accès à l'information sur les migrants disparus dans les pays d'origine est fausse. C'est un prétexte bien commode, mais c'est faux. Il y a des familles, des organisations de la société civile qui collectent des informations et qui essayent ensuite de transmettre aux structures étatiques, mais ça ne fonctionne pas bien. L'amélioration des processus d'identification ne requiert pas énormément de ressources. C'est une affaire de coordination, de mandat, d'autorisation et de communication. Et enfin, les points de contact nationaux sur les migrants disparus jouent un rôle critique. Pas uniquement au niveau transnational. Et j'espère vraiment que les points de contact peuvent mettre en relation le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et d'autres instances pour faire un peu le ménage chez soi d'abord. Si on ne fait pas le ménage chez soi, c'est difficile de communiquer avec ses voisins. Les points de contact, vraiment, sont mon grand espoir aujourd'hui pour pouvoir être en relation avec ses voisins et aussi avec la société civile. Je pense que c'est possible. Merci. Thank you. One of my questions is how. Merci. Je me demandais quels sont les pouvoirs au niveau juridique des points focaux au niveau national. Vous avez parlé des lacunes dans des mécanismes juridiques pour ce qui est de l'identification des migrants disparus, donc un point très important. Monsieur Pape Lamine Diop, je vous donne la parole. Vous allez parler en français, si j'ai bien compris. Modérateur ou bien président de séance,
D'abord, je vais remercier le Conseil de l'Europe de m'avoir invité et de me permettre de me prononcer sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir les migrants disparus, et que le rôle que le Sénégal est en train de jouer sur la question. Et je vais aussi féliciter Maniela parce que c'est elle vraiment qui m'a vraiment appuyé pendant tout le processus, et vraiment mention spéciale à elle. D'abord, le Sénégal à l'épreuve de la problématique des migrants disparus et décédés. Je ne vais pas intervenir sur le contexte parce que, étant donné que depuis hier pratiquement, les différents intervenants ont parlé du contexte et ont donné les nombres de disparitions depuis des années. Donc moi, je vais directement attaquer les défis à relever est la problématique des migrants disparus. D'abord, il faut retenir que vraiment la question des migrants disparus est vraiment d'une complexité extraordinaire, et que c'est un phénomène migratoire qui nécessite une approche et une appréhension tout au niveau national, mais aussi au niveau international. Il y a aussi un cloisonnement sectoriel des interventions portant sur la gestion de la migration, dont les impacts sont difficiles à cerner. Il y a aussi une inexistence d'un cadre politique officiel, cohérent, d'harmonisation des stratégies et des interventions qui définit explicitement le rôle de chaque acteur et garantit la synergie des actions au niveau national et international. Parce que je pense que pour qu'il y ait vraiment une gestion efficace de cette question, bien de cette problématique des migrants disparus, il faut qu'il y ait une volonté politique de tous les États. Parce que je pense que c'est avec cette volonté politique qu'on peut parvenir à diminuer le phénomène des migrants disparus, mais aussi à traiter de la manière la plus exemplaire les migrants qui sont déjà disparus ou décédés. Il y a une insuffisance de données exhaustives de qualité pour mesurer les flux migratoires et appréhender correctement les tendances actuelles de migration en termes de stock, de flux, de profil de migrants et d'impact des flux migratoires, de droits, de responsabilité des migrants, de trafic illicite de migrants et de traite de personnes. Il y a aussi une faiblesse des dispositifs de recherche et d'identification des migrants disparus et décédés. Maintenant, face à tout cela, que fait le Sénégal? Il faut d'abord reconnaître que le Sénégal est un pays d'immigration, un pays de transit, mais un pays d'émigration. Maintenant, il y a une organisation, quelles sont les structures au niveau national, au niveau du Sénégal qui interviennent dans la question des migrants disparus? Il faut d'abord voir, il y a un certain nombre de ministères, notamment le ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères, le ministère de la justice, le ministère de la santé, le ministère de l'action sociale et des solidarités, pour ne citer que cela. Il y a aussi des associations de société civile, mais il y a aussi des associations de parents de migrants. Il y a aussi des associations de migrants. Et maintenant, il y a les collectivités territoriales. Et maintenant, au niveau de chaque région, on a ce qu'on appelle les BAOS, Bureaux d'accueil, d'orientation et de suivi. Maintenant, je vais un peu développer sur ce qu'on appelle les BAOS, parce que à notre niveau, les BAOS jouent un rôle essentiel sur la question des migrants disparus. Parce que nous, au niveau de l'aéroport Blaise Diagne, on a là-bas un bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Et maintenant, avec nos partenaires de l'OIM, souvent on fait des rapatriements volontaires. À chaque fois qu'on rapatrie des migrants au niveau de l'aéroport, le BAOS de l'AIBD les accueille. Et à chaque migrant, on fait une fiche pour lui assister psychologiquement, mais financièrement, mais aussi pour des projets futurs pour éviter que ce migrant retourne
reprennent les bateaux, ou en tout cas le désert, pour essayer de repartir. Donc souvent aussi, il y a des migrants qui viennent, mais en situation de détresse. Et on a aussi des assistants sociaux, psychosociaux, qui les assistent au niveau de chaque bureau d'accueil, d'orientation et de suivi. Maintenant, à partir de ces migrants aussi qu'on a rapatriés, on essaie aussi de retracer des gens qui étaient en même temps avec eux, mais qui sont restés dans la mer. Soit ils sont décédés en cours de route, ou bien, en tout cas, ils sont disparus. À partir de ces bureaux d'accueil et d'orientation, on parvient à localiser ou bien à identifier certaines personnes qui sont jugées, qui sont considérées comme étant des disparus. Et maintenant, ces BAOS-là aussi ne jouent pas uniquement le rôle d'accueil, d'orientation, mais aussi, nous, au Sénégal, nous avons jugé nécessaire que pour éviter que nos jeunes prennent les bateaux pour aller en Europe ou quelque part ailleurs, il faut d'abord essayer de régler le problème en interne. Essayer vraiment de mener des politiques qui vont maintenir les jeunes sur place. Mais actuellement, puisqu'on n'est pas encore à ce niveau-là, on a essayé de nouer des relations en ce qui concerne la migration circulaire. Actuellement, on est en train de travailler avec l'Espagne sur ce projet-là. C'est la migration circulaire qui consiste en tout cas sur le volet agricole pour l'instant. Parce qu'on a des conventions avec le gouvernement espagnol, des entreprises qui manifestent la volonté de recruter des jeunes. Nous, au niveau du Sénégal, on fait la sélection et qu'on envoie ces jeunes-là dans les entreprises espagnoles. Mais avec des contrats de 9 mois maximum. Et après ces contrats-là, les jeunes reviennent au Sénégal. Et après, c'est circulaire. Chaque année, ils vont repartir pendant les saisons agricoles. Et avant ça, le gouvernement a vraiment travaillé sur ce qu'on appelle la gestion des frontières. On a un dispositif énorme de surveillance des frontières. Pratiquement tous les jours, on a des bateaux qui avaient vraiment le désir de quitter, mais après qu'on a pu retracer et qu'on a vraiment stoppé au niveau des lieux d'embarquement. C'est pour vous dire le rôle essentiel que ces BAOS-là jouent au niveau du Sénégal en ce qui concerne la migration. Après ça, il faut essayer de voir, il y a une série de préoccupations justifiant les diverses orientations de la politique migratoire sénégalaise. Il y a des préoccupations, mais aussi il y a des arguments qui militent en faveur. D'abord, première préoccupation, une absence de données suffisamment fiables pour mesurer le phénomène. Ça, c'est valable pour tous les pays. Hein. On parle toujours de données insuffisantes. Donc, c'est réel sur le terrain. Il y a aussi le potentiel. Deuxième faiblesse, on a d'abord le potentiel pour prendre en charge la question peu exploitée. Troisième, des faibles dispositifs et mécanismes sous-régionaux et internationaux. Des flux migratoires en quatrième, des flux d'immigration irrégulière de plus en plus importants, mais difficiles à maîtriser et qui augmentent le risque de disparition et de décès. Des migrants de plus en plus exposés aux risques et violations des droits de l'homme. Maintenant, nous, on est en train de travailler sur quoi? Sur une base de données. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des BAOS, parce que les BAOS servent à stocker les données qu'on reçoit des familles d'abord, parce qu'à chaque fois qu'une famille a perdu quelqu'un pendant un certain nombre de temps, il va directement au niveau du bureau d'accueil, d'orientation et de suivi pour faire une déclaration préalable. Pour dire que moi, j'ai perdu tel membre de la famille pendant un certain nombre de temps, il est injoignable, son dernier domicile connu, bien sa dernière fréquentation connue, c'était après nous, au niveau du ministère, on va activer le réseau de nos représentations diplomatiques et consulaires pour essayer de voir est-ce que la personne a été emprisonnée quelque part, ou bien est-ce que la personne se retrouve quelque part vivant et qui a décidé délibérément de ne pas donner de ses nouvelles, ou bien la personne on n'a aucune nouvelle de cette personne-là. À partir de ce moment-là, peut-être on peut considérer qu'il y a une présomption de disparition. Et c'est ça qu'on appelle le travail sur les bases de données.
Il y a aussi des ressources humaines de qualité, médecins, enquêteurs, un réseau diplomatique et consulaire, une forte société civile. Toutes ces personnalités-là travaillent sur la question des migrants disparus. Il y a un contexte aussi international marqué par un modeste investissement dans le domaine, même si les besoins spécifiques de prise en charge des phénomènes sont réels, quasi absence de financement. Il faut le reconnaître parce que souvent on a des financements de certaines organisations comme l'OIM, comme le CICR, parce que récemment, le 2 et le 3 avril passé, on a tenu un séminaire, un atelier de 2 jours en collaboration avec le CICR. Je peux dire que c'est le CICR qui a financé les 90% pour tenir cet atelier-là. L'atelier était destiné à ces représentants, les coordinateurs de bureau de BAOS, et maintenant accompagnés de leur assistants psychosociaux pour les imprégner, pour bien les impliquer dans la question des migrants disparus. Ça veut dire que nos partenaires vraiment font des efforts dans ce sens-là. Il y a aussi des filières mafieuses bien structurées, entretenues, qui entretiennent vraiment des flux. Il y a de nombreuses aussi pertes en vies humaines enregistrées tout au long des parcours migratoires périlleux, sans possibilité d'identification, encore moins d'enquête. D'où l'importance des mesures spécifiques et stratégies à développer pour lutter plus efficacement contre ce phénomène. Il y a aussi des ressources humaines de qualité, médecins, enquêteurs que je viens de dire, mais aussi il y a une insuffisance notable de mécanismes adéquats permettant d'assurer une meilleure protection des droits des migrants en dépit de l'existence de nombreux traités internationaux et nationaux régionaux relatifs aux droits humains. Un problème d'harmonisation des législations nationales avec les conventions internationales. Parce que je le disais tout à l'heure, quand on discutait avec des amis dehors, j'ai dit que maintenant il faut que tous les États nationaux puissent vraiment aient le courage de réformer leurs droits nationaux en ce qui concerne les migrants disparus. En ce qui concerne principalement la question de la disparition. Parce que nous, au Sénégal, le droit des personnes qu'on a, c'est avant même qu'on connaisse le phénomène de ces migrants disparus. Donc, vouloir maintenant appliquer ce droit des personnes qui date de l'époque coloniale à une époque actuelle où des migrants disparaissent, donc ça pose problème. Parce qu'en droit des personnes, il y a des étapes pour pouvoir déclarer une personne disparue ou décédée. Donc, il y a des étapes à respecter. Et je disais hier à mon ami qu'on a rencontré une équation au niveau du Sénégal. Parce que la personne en tout cas été jugée disparaître. Maintenant, au bout d'un certain temps, la femme s'est remariée. Maintenant, comme la personne était partie sans nouvelles, un jour, il s'est pointé encore. Alors que la femme était déjà remariée. Donc, ça pose un problème. Maintenant, quels sont les droits de l'ancien mari et du nouveau? Ça pose problème. Donc, d'où vraiment cette question de revoir les droits des personnes applicables vraiment à la disparition. Maintenant, compte tenu de ces préoccupations, une forte volonté politique à disposer d'une politique intégrée pour juguler le phénomène est nécessaire. D'où la nécessité d'avoir une vie intersectorielle du phénomène des migrants disparus et décédés propice à mettre en place. Une nécessité de développer les outils de gestion appropriés, des modèles et des méthodes pour la mise en œuvre de politiques plus intégrées et d'actions opérationnelles. D'abord, on a des objectifs et axes d'orientation. Objectif 1, combler le déficit et de donner en information sur la migration. 2, accroître la contribution des différents acteurs impliqués. 3, asseoir un dispositif permanent de prise en charge des migrants de retour. Pour les migrants de retour, à chaque fois qu'il y a un retour, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait une fiche
on fait maintenant un projet pour ce migrant-là, pour éviter qu'il ne reparte. Parce qu'il ne s'agit pas de les renvoyer au Sénégal, mais il faut les maintenir. Pour les maintenir, il faut quelque chose, soit un projet, soit un emploi ou quelque chose comme ça. Et quatrième, il faut renforcer les dispositifs de lutte contre le trafic illicite des migrants et des traite des personnes, ainsi que la prise en charge des victimes. Prendre en charge les victimes de catastrophes naturelles. C'est ça que je voudrais partager avec cette auguste assemblée et je vous prie de pouvoir m'excuser. Merci beaucoup. Thank you, Mr. Diop. Very interesting your presentation. Merci infiniment pour votre présentation.